Donc je m'appelle Hervé Covès. Agronome de formation, j'ai exercé une profession d'ingénieur pendant 30 années de ma carrière. D'abord dans l'accompagnement de groupes d'agriculteurs pour une chambre d'agriculture. Et ensuite dans l'expérimentation et la recherche sur les productions végétales, productions fruitières et légumières. Lors d'un voyage en Amazonie, je découvre que la nature est là, autour de nous, pour finalement pas que pour nous annihiler, nous inhiber, mais pour nous aider. Je me rends compte que la vie est belle et ça modifie ma vie d'une telle façon que je deviens franciscain, donc un disciple de saint François d'Assise. Et aujourd'hui, rationaliste que j'étais, plein de doutes et d'émerveillement devant ce monde fabuleux que nous habitons. Voilà, et j'explore ce qu'on pourrait appeler une façon de devenir des terriens, d'habiter la terre, avec la terre. J'ai quelque chose d'important à vous dire. La vie est belle. Mais belle d'une façon qu'on a du mal à imaginer. Ce message est en contradiction totale avec le siècle, où la vie est si dure, si compliquée, si hostile, si guerrière, si chaude. Et pourtant, fondamentalement, la vie est belle. Et le petit oiseau là-haut est d'accord avec moi. Voilà. Alors là, on s'est mis auprès de lui, de cet arbre-là. Ce vieil arbre, auprès de qui je viens souvent méditer. Prendre le temps d'être avec la nature, dans la nature, en la nature. Voilà, c'est quelque chose d'important, je pense, pour essayer d'éclairer nos connaissances, notre vision du monde, de se rendre compte qu'on n'est pas seul au monde et qu'on est entouré de toute cette matrice complètement vivante qui est là pour nous aider finalement. Cette nature nous a vus naître, nous a fait naître de cette matrice. Nous avons émergé peut-être quelque part en Éthiopie. Et sur Terre, il y a tout ce qu'il faut pour que Homo sapiens vive bien. Et aujourd'hui, dans notre folie peut-être, on a inventé un monde coupé de la nature, qui est devenu presque hors sol, et qui nous amène dans toute forme d'impasse. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie question à se poser, de savoir quelle place on veut laisser, on veut donner à la nature, elle qui nous porte, qui nous apporte la totalité de notre environnement, notre nourriture, les lieux dans lesquels on vit, notre oxygène, notre eau, notre lumière, nos ténèbres également. Elle nous apporte tout ça, et peut-on réellement faire sans elle? C'est pas... Et si je veux faire avec, qu'est-ce qui doit changer en moi
pour m'ouvrir à cette capacité de faire ensemble, humain, non humain, dans le même vaisseau spatial qu'est notre belle planète bleue. Et l'agriculture dans tout ça. Parce que nous sommes là pour parler d'agriculture. Tu as le mot agriculture. Agri, agère, le champ. Et culture. C'est quoi la culture? Le culte, c'est honorer. L'agriculture, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, elle est définie comme le plus beau et le plus essentiel des arts. Aujourd'hui, on n'a plus l'impression que l'agriculture est un art. Que le mot culture s'est transformé en technie, une forme d'agritechnie. Et que la technique a remplacé le culte, a remplacé l'idée d'honorer la terre. Et honorer la terre, c'est ce qui peut, à mon sens, faire émerger quelque chose de nouveau sur Terre. Quelque chose de l'ordre de la fécondité. Homo sapiens, l'humanité, et la Terre, dans une œuvre commune qui pourrait faire émerger quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a peut-être encore jamais existé sur Terre, mais quelque chose qui pourrait être issu de ce fruit-là, du fruit de la terre et de notre, on dit travail, mais de notre ouvrage, de notre art. Fruit de la terre et de l'art des hommes. Voilà, et aujourd'hui, si je devais imaginer un processus, je pense que ce processus ne doit pas être déconnecté de cette idée maîtresse que l'enjeu de l'agriculture est moins de nourrir les hommes que d'apprendre à vivre avec la terre, d'apprendre à l'aimer, à l'honorer. Et qu'en découlera toute la fécondité que l'on peut espérer, imaginer, et même probablement au-delà de nos petites ambitions terrestres. Ah, ça fait longtemps que je réfléchis sur ces questions. Et en préalable, j'ai envie de dire qu'il y a, comme dans les mathématiques reposent sur des axiomes, sur des théorèmes. Et en fait, il y a 4 idées qui me semblent importantes et qui peuvent nous permettre de nous raccrocher à une certaine vision commune, refonder une forme de culture, en fait, autour de ces 4 idées que l'on pourra décliner de plein de façons différentes. Alors la première idée, c'est que le tout est supérieur à la somme des parties. Alors dit comme ça fait un peu mathématique, mais ça pourrait vouloir dire que 1 plus 1, les parties 1 plus 1, nous on dit que ça fait égal à 2, mais en fait ça donne plus que 2, que le tout, la totalité est supérieure à la somme des parties. 1 plus 1 est supérieur à 2. Or ça, c'est très compliqué à envisager pour qui veut rationaliser les choses. Et pourtant, c'est le sens commun de ce que l'on vit sur Terre. Qu'à partir du moment où naît une relation avec quelqu'un, un être plus un autre être, ça fait 2 êtres, va naître une relation qui est déjà supérieure à ce que sont les 2 êtres tout seuls. De la même façon qu'Hervé est quelque chose de plus grand qu'un bras, qu'un étal de boucher sur lequel il y aurait 2 bras, 2 jambes et un tronc, avec un bout de tête. Hein, Hervé, c'est pas ça, c'est ça plus quelque chose d'autre.
ce truc en plus que l'on observe dans tout organisme vivant. On peut les disséquer, mais les éléments de la dissection ne constituent pas quelque chose de vivant. Hein. Il y a quelque chose de plus dans tout ça. Le tout est plus grand que la somme des parties. La deuxième idée, on va l'appeler le principe de réalité. Que la réalité l'emporte sur l'idée. Ça, c'est un peu un travers aussi de notre civilisation qui a tout tertiarisé. On réfléchit, mais on ne fait plus. Hein. Donc il y a plein de gens qui sont devenus experts en plein de choses et tout le monde sait. On est dans un pays où tout le monde sait. Hein. Tout le monde a une idée sur tout. Mais qui fait? Voilà, qui réalise les choses. J'aime bien ce dicton qui doit être arabe, hein, qui dit « Quand tu ne sais pas, demande à celui qui sait », et auquel il faudrait rajouter, mais je crois qu'il était dans la version initiale du proverbe, « Et quand celui qui sait ne sait pas, demande à celui qui fait ». Voilà. Ce bon sens qui est la base du bon sens paysan, comme on aime dire, et que toutes les théories ne trouvent leur validation que dans les actes. Et qu'aujourd'hui, on manque d'actes. Par contre, on a beaucoup d'idées. Et de prendre conscience que la réalité l'emporte sur l'idée, et tant que l'on ne s'engage pas à réaliser les choses, eh bien c'est du vent. Voilà. Donc, cette idée, elle est puissante, parce que la prendre en compte, ça va révéler une nécessité d'engagement à réaliser. Voilà, la troisième idée, on va l'appeler la relativité. Que le temps l'emporte sur l'espace. Einstein a démontré que le temps et l'espace sont la même chose. Mais qu'au bout du compte, on a le temps. Et c'est le temps qui l'emporte sur l'espace, donc sur toutes les réalisations, tout ce que l'on peut réaliser. Alors ça doit nous ouvrir l'esprit à plein de choses étonnantes. Pourquoi faire des grandes choses rapidement alors que des toutes petites choses peuvent arriver au même résultat, certes avec un petit peu plus de temps, mais au même résultat quand même. Que si le temps l'emporte sur l'espace, pourquoi vouloir toujours tout faire dans l'immédiateté, alors qu'en fait le temps est une grandeur tellement plus grande que l'espace, que le temps a le temps. Face à l'urgence de la situation, le cataclysme que nous vivons dans peut-être sur Terre, mais surtout dans nos têtes et dans nos cœurs, que ce cataclysme-là trouvera une résolution. On dit souvent, ouais, mais la vie n'est pas en danger, hein, c'est l'humanité qui est en danger. Peut-être que la planète se réalisera sans Homo sapiens. C'est quand l'humanité disparaîtra, bon débarras, hein, pour citer le livre de... ou pas, toi. Que l'humanité a peut-être aussi la capacité de comprendre ces rythmes de la nature et juste d'y imprimer son propre rythme pour que les temps dans lesquels se réalisent les choses puissent se réaliser facilement, sans déployer trop d'énergie, et tout en assurant, en fait, en s'assurant de fonctionner avec le vivant, et donc d'être toujours dans la barque. Voilà. Et la quatrième idée, elle est tellement évidente. C'est que l'unité prévaut sur le conflit. On a mille occasions de se disputer, de se battre, de se faire la guerre. Et au final,
Il y a tout le temps une médiation pour régler le problème et que ça s'arrête. Pourquoi attendre que les problèmes émergent? Pourquoi faire la guerre? Pourquoi lutter en permanence alors qu'on sait que l'unité prévaut sur le conflit? Ou peut-être qu'on est encore fondamentalement belliqueux et que l'humanité doit encore passer par quelques stades de déstructuration intense avant de faire émerger quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, mais ça c'est la vie entre les hommes. Mais notre relation à la nature, à la vie dans sa globalité, doit aussi prendre en compte ça. Par exemple, que lorsqu'on est dévasté par des criquets, des pucerons, des limaces ou je ne sais trop quels parasites, qu'on peut lutter en permanence contre ça, mais on peut aussi essayer de trouver un cadre plus grand, plus vaste, dans lequel cette autre-là, cette altérité-là qui nous agace, puisse trouver une place, une existence. Et ça, j'en suis rendu compte souvent que quelquefois on a des pucerons, on a des maladies sur les plantes et au bout d'un moment, alors peut-être pas quelquefois la première année, ça va prendre 2 ans, 3 ans, quand on laisse évoluer, quand on laisse faire les choses, quand on laisse une place au redoutable ennemi, eh ben va émerger du fonctionnement même de la nature des tas de systèmes, des tas de coccinelles, des tas d'insectes qui vont venir pour aider à réguler les choses et à finalement ce qui est des pucerons tout le temps, mais que ces pucerons ne soient plus un problème. Et finalement, dans la nature, il y a quelque chose de ce fonctionnement-là que, à chaque fois, elle essaie d'intégrer plutôt que de séparer. Et que chaque fois qu'un nouvel être arrive dans un écosystème, qui quelquefois peut arriver sous un mode un peu envahissant, hein, les lapins en Australie, les chats aux îles Kerguelen et ainsi de suite, que malgré ça, au bout d'un moment, la vie accueille toujours plus de vie, crée de plus en plus de relations, d'interconnexions entre les êtres. Le tout est supérieur à la somme des parties. Et que le conflit s'atténue par le simple fait qu'il y ait plus d'êtres qui arrivent à vivre ensemble et apprennent quelque part à vivre ensemble. Que ça nécessite aussi un temps d'adaptation. Mais ce sentiment que tout fonctionne comme ça. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de ces 4 axiomes-là? Quelle forme d'agriculture on va pouvoir imaginer? Et là se pose un autre problème, c'est que dans les Homo sapiens, tout le monde n'a pas du tout la même perception des choses. Les gens se font leur propre idée, ont des dogmes, on a toute une économie qui est basée sur un mode de fonctionnement particulier. Et donc, ça va être compliqué, ça paraît compliqué et très, très complexe à faire évoluer. Que chaque fois qu'il y a une bonne idée, on se rend compte que les coccinelles vont nous aider dans la lutte contre les pucerons. On parle encore de lutte. Que tout de suite, quelqu'un va s'amuser à breveter certaines variétés, certaines espèces de coccinelles pour les commercialiser et transformer un don que nous offre la nature en une valeur marchande. Il va faire que le système n'arrive pas à s'exprimer correctement et librement puisqu'il ne va être fait que de ce que nous maîtrisons et de ce que nous insérons dans nos écosystèmes, dans nos champs. Donc en fait,
après ces 4 principes, on a 3 idées, forces, qui vont nous permettre de designer, de concevoir en fait le monde de demain. La première idée, c'est que tout est lié. Donc nous sommes un. Que notre existence va être liée aux vers de terre, aux petites bestioles qui grouillent sous nos pas, et va être liée à ton existence, à l'existence des autres humains bien sûr, mais également de tout le monde non humain, de tout le monde physique et immatériel. Que tout est lié, que tout est donné. Ça, c'est compliqué à comprendre dans un monde qui a tout monétarisé. Mais même lorsque je sème du blé, j'ai l'impression de faire quelque chose d'étonnant, de semer des graines. Mais tout ce qui va faire que la petite graine va devenir une plante, et ensuite des épis, ensuite du blé, des grains de blé. Tout ça, je ne sais pour absolument rien du tout. Même si certains généticiens s'amusent à essayer de modifier ce don pour l'approprier peut-être un petit peu plus et encore le commercialiser. Dit autrement, la nature a vu naître l'humanité, elle a fait naître l'humanité, elle a enfanté de l'humanité dans un milieu où tout ce qu'il faut pour faire un homo sapiens est là, et que tout ce qu'il faut pour vivre se trouve dans la nature. Que chaque fois qu'une maladie, chaque fois qu'un problème arrive, la solution est aussi là. On voit des tas de pandémies végétales, des tas d'insectes qui arrivent et qui dévastent les cultures. Puis au bout de quelques années, la maladie disparaît, l'insecte n'est plus un problème. Et donc l'écosystème a évolué, a changé. On dit qu'il a muté, mais en fait non. Il a fait émerger quelque chose qui existait déjà et qui va permettre de ces adaptations-là. Et donc si les problèmes arrivent, les solutions arrivent aussi. Les problèmes, on veut les voir comme des difficultés, mais les solutions. Problèmes et solutions sont finalement la même chose. Et quand on est en phase dans le temps de la nature, finalement, problèmes et solutions se confondent. Et si une année, on va manger moins de haricots parce qu'une nouvelle maladie est apparue sur les haricots, si la trame du vivant était suffisamment importante pour que les solutions arrivent aussi dans les lieux dans lesquels nous vivons, ça ne resterait pas longtemps un problème. S'il n'y a pas de haricots, on mangera des pommes de terre. Et la troisième idée dont il faut être très conscient, c'est que tout est fragile. Cette fragilité, un corps humain, c'est des millions d'années d'évolution, de symbiose, de liens très étroits entre plein de petites cellules, de petites bactéries, qui font qu'on est aujourd'hui, une espèce d'organisme vivant. Et il suffit d'une balle tirée dans le cœur pour que tout s'effondre. On ne voit pas les milliards et milliards de coopérations qu'il y a pour qu'un organisme vive, que toutes les cellules d'un organisme arrivent à vivre ensemble. Parce que juste un petit truc peut tout anéantir. Et cette fragilité-là, qui est intrinsèque, qui est une partie, une propriété fondamentale du vivant. Nous sommes des êtres fragiles, vivant dans un monde fragile. Voilà, mais cette fragilité est souvent celle qui nous émeut lorsqu'on voit les forêts détruites, lorsqu'on voit les animaux disparaître, lorsqu'on voit la pauvreté
sur Terre, lorsqu'on voit les souffrances, les martyrs, tout ce qui nous paraît, tout ce qui est injuste en fait. C'est parce qu'on n'a que trop conscience de cette fragilité. Mais un peu trop tendance à la nier, parce que il faut être fort, il faut être puissant, il faut être glorieux. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose à revisiter dans notre façon de vivre ensemble, d'être ensemble, d'apprendre à voir plus la fragilité dans l'autre que sa force, d'apprendre à aimer la fragilité de l'autre, plus que d'être épaté par sa force et par sa puissance. Alors là, on voit qu'il y a du chemin à faire dans une civilisation qui a le culte des gagnants, qui honore les gagnants. Tu vois. Honorer la terre, honorer les faibles, honorer les petites bestioles, les invisibles qui vivent avec nous. Toutes ces petites bestioles qui grouillent dans le sol, tous ces vers de terre. Voilà quelque chose d'étonnant. Vouer un culte aux vers de terre. Voilà quelque chose qui pourrait être une marque d'une évolution profonde de notre société. Au lieu de vouer un culte à l'argent, à la puissance, à la gloire. Voilà. Tout est donné, tout est lié, tout est fragile. Alors, que faire ? Le premier élément, le premier pas, on va l'appeler comme ça. De l'art de récolter le soleil. La terre ne reste pas à nu. Même ces cailloux dans cet éboulis dans lequel on est recouvert de mousse. Partout où elle le peut, la terre appelle de la végétation. Et cette végétation, c'est ce qui va transformer l'énergie du soleil en vie. Il va être à la base de tous ces processus. Et on peut le voir que sur ces cailloux même, il y a de l'humus qui se forme. Un humus noir qui sent bon. Chaque fois qu'un rayon du soleil touche la terre, s'il rencontrait une plante, ça ferait de la vie, plus de vie. Et c'est peut-être le premier élément dont doivent prendre conscience nos agriculteurs et ceux qui les conseillent. C'est qu'on ne peut plus se permettre de laisser une parcelle de terre nue et que cette terre nue appelle des plantes et que ces plantes, se nourrissant de gaz carbonique, principalement, mais le fait qu'on ait de plus en plus de gaz carbonique va faire que ce sera de plus en plus facile de cultiver les plantes parce qu'elles auront de plus en plus à manger. Donc partout où on le peut, de couvrir les sols de végétation. Donc pour nos agriculteurs, ça va commencer souvent par une réflexion sur la rotation. Les gens qui font maïs sur maïs sur maïs sur maïs, entre deux maïs, il y a du temps de vide. Et alors là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne devrait pas laisser plus de 6 semaines sol nu. Dès qu'on a un créneau de 6 semaines, même en hiver, on peut tout le temps trouver une plante qui peut accomplir son cycle sur ce petit laps de temps. Et donc remettre de la vie, remettre de carbone, de carbone. Oh, j'aime pas ce terme, on veut faire une économie du carbone, mais on oublie juste que le carbone au départ c'est de la vie. Voilà, donc ça c'est le tout premier truc, les rotations,
d'avoir des rotations de plantes qui permettent de couvrir en permanence le sol. Et ensuite, peut-être de faire intercaler ces rotations les unes dans les autres, commencer à les relier ensemble. Et ce qu'on appelle les semis sous couvert, de commencer dans un blé, d'y semer déjà quelques légumineuses pour que dès qu'on a fauché le blé, la légumineuse puisse pousser, couvrir le sol, faire un fourrage pour des animaux ou faire un fourrage pour nourrir le sol. Le sol a lui aussi besoin de manger. Et toi, dans ces temps caniculaires, lorsque l'on voit une pelouse tondue, elle est toute jaune. Et toi, ici, on est en plein dans la canicule, c'est tout vert. Il y a de l'herbe, et l'herbe maintient en fait un peu d'humidité, un peu de fraîcheur, qui permet à plein de micro-organismes de rester vivants et qui conserve une certaine hydratation. Donc même quand il fait chaud, de laisser plus de vie est quelque chose de vertueux et de possible, et une réponse efficace finalement à la sécheresse et aux montées de température. Comme une espèce d'isolant dont on va recouvrir la terre. Voilà, et puis après, au fur et à mesure que les agriculteurs perçoivent cette nécessité de couvrir le sol pour récolter du soleil, qu'ils réfléchissent aux façons d'amplifier ce mécanisme et d'avoir des plantes de plus en plus généreuses, de plus en plus productrices de biomasse, de les cultiver, de les complanter, de les cultiver ensemble. Et c'est marrant parce qu'on voit les gens au début, ils commencent par une plante, ils vont planter un peu de févrole ou une légumineuse, et puis après ils vont se faire un petit mélange avec 2-3 céréales, 2-3 légumineuses, et puis au bout de quelques années, ils ont des mélanges très sophistiqués avec plein de choses. Et donc ils vont cultiver tous ces plein de choses, et puis soudainement ils vont se rendre compte que la terre fait aussi venir un certain nombre de plantes, tout ce qu'on appelait, et que certains appellent encore, des mauvaises herbes. Il y en a de mauvaises juste qu'on n'a pas choisi qu'elles viennent, mais la terre a choisi de les faire émerger parce qu'elles vont transformer, elles vont régler des blocages, elles vont épurer, elles vont alléger le sol ou combattre ou inhiber les tassements de certains sols. Et donc on commence à cultiver 10 plantes ensemble et au bout de 2 ans, 3 ans, on en a 300. Voilà, et la Terre va nous aider parce qu'on va de mieux en mieux comprendre ce que les plantes veulent nous dire, de ce que la Terre est en train de vivre. Ça va nous permettre d'adapter nos techniques. Et avec d'autant plus de génie et de brio qu'on le fait ensemble et qu'il y a plein de gens qui apprennent à observer en même temps leur parcelle. Et aujourd'hui, ce mouvement de techniques culturales simplifiées, de couverts végétaux, d'agriculture de conservation, ça peut avoir plusieurs dénominations ou plusieurs saveurs, plusieurs angles de vue, sont déjà les premiers pas que beaucoup de personnes réalisent et dont ils peuvent mesurer concrètement les résultats, des résultats tangibles, parce que leur sol est dans bien meilleur état et que leurs plantes sont de plus en plus saines, de moins en moins malades. Voilà. Et donc ça, ce premier stade va arriver à un moment donné à une espèce de blocage. De blocage parce que finalement, il va y avoir beaucoup trop de matière organique par rapport à ce qui va réellement être prélevé sur un terrain. Et qu'un écosystème s'adapte aux êtres qui y vivent. Et s'il y a plus grand monde pour vivre là-dedans, le système se retrouve bloqué. Là, le déblocage, donc c'est 2 grandes voies. Donc faire manger cette matière organique. La première voie, c'est de la faire manger par des animaux, et donc de réintégrer de l'élevage dans des systèmes culturaux, comme de faire des cultures autour de l'élevage, ça peut aussi se concevoir de cette façon-là. Chacun de là où il est peut envisager là,
un chemin qui lui est propre. Donc l'élevage. Et de toute façon, si on n'a pas d'animaux pour manger, la nature a inventé une autre façon de digérer et de manger son environnement, c'est le champignon. Hein? Et donc les champignons digèrent, mais en digérant ce qu'il y a autour d'eux, les animaux digèrent ce qu'ils mangent et ce qui rentre à l'intérieur. Mais c'est deux façons différentes d'être au monde qu'on peut concilier, qu'on peut adosser l'une à l'autre. Mais si jamais des gens ne voulaient toujours pas avoir d'animaux autour d'eux, ils pourraient se contenter de le faire avec des champignons. Mais pour qu'il y ait des champignons, il faut qu'il y ait une trame de champignons dans le sol. Et il faut donc qu'il y ait une trame permanente. Et trame permanente, ça veut dire des plantes vivaces qui ne bougent pas, qui restent en permanence là, et qui fassent vivre cette trame de champignons. Et donc on en arrive au deuxième pilier finalement de ce que pourrait être ce programme, qui est de planter des arbres. Des haies. Alors on a tous ces modèles d'agroforesterie qui sont dominants d'ailleurs dans le monde non industriel. Toutes les cultures de toutes les agricultures du monde vivent avec des arbres. Chez nous, on a fait un remembrement, donc on a créé des grandes parcelles et qu'on a fait en démembrant ces parcelles de leurs membres, que étaient les arbres et les haies qui étaient autour. Et notre remembrement, on a oublié la deuxième phase du remembrement qui était de remettre en place des haies qui n'ont jamais été remises en place. Et donc on s'arrêtait au démembrement avant de remembrer. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de remembrer nos parcelles. Comment ça, y planter peut-être des haies ou dans les lieux où c'est possible de laisser en génération spontanée qu'on peut assister en favorisant, en semant des graines, des choses comme ça, de relaisser ces arbres émerger, peut-être d'abord autour des parcelles. Alors si on veut garder des modèles de mécanisation, le tour des parcelles, ça va avoir des parcelles beaucoup plus allongées qu'avant le remembrement. Ce sera déjà un premier pas vers plus d'arbres. On s'est amusé à calculer le nombre d'arbres qu'il faudrait pour que ça fonctionne bien. On arrive à une quarantaine d'arbres par hectare. 40 arbres par hectare, ça c'est un verger, ça fait beaucoup d'arbres. Mais c'est à peu près ce qu'on a dans ces systèmes agroforestiers spontanés que sont les savanes arborées. Donc des grands arbres, des moyens arbres, des petits arbres. Et on s'est rendu compte qu'on peut avoir, surtout sous nos latitudes, jusqu'à 15% de la surface à l'ombre d'un arbre sans que ça impacte significativement l'ensoleillement qu'il y a sous les arbres. Parce que le soleil chez nous a la malice de ne jamais être très haut dans le ciel, même en été, il n'est jamais au zénith, il est toujours un petit peu incliné. Et quand les arbres sont un peu isolés les uns des autres, que leurs canopées ne se rejoignent pas, qu'ils ne constituent pas de canopée, la lumière arrive à passer en dessous. Et comme la lumière arrive à passer en dessous et qu'il y a un peu d'ombre, et ça principalement en été, quand les arbres ont leurs feuilles, les plantes qui sont autour ne vont pas souffrir de cette exposition massive au soleil et vont mieux vivre, beaucoup mieux vivre. Plein de recherches, plein d'études. Je vais emprunter à Ernst Zürcher cette belle phrase que, certes, partout où la terre le peut, elle appelle de la végétation. Ce que dit Ernst, c'est que partout où la terre le peut, elle appelle des arbres. L'arbre est l'élément de base de l'écosystème. Il est fixe, il est stable, sur une échelle de temps qui peut aller jusqu'à 500, 600, 700 ans, et constitue donc à la fois un repère et à la fois une borne, une balise, qui est bien connue de tous les êtres qui y vivent. Toi, le vieil arbre à côté duquel on était installé tout à l'heure, il y a 4 chemins qui y mènent. Le chemin des sangliers, le chemin du blaireau, le chemin des chevreuils, et puis mon chemin.
faire ce nœud-là. Il est là depuis longtemps, j'imagine que plein d'animaux y mettent leur marque, leur empreinte dessus. C'est un repère stable. Ben, ces arbres, voilà, ils ont aussi cette importance-là. 40 arbres à l'hectare, ça va faire des milliards d'arbres au niveau européen. À un tel point que si on arborait aussi massivement toute la planète, on risquerait de se retrouver avec tellement peu de gaz carbonique dans l'air qu'on a tout déforesté, donc tout serait de nouveau mobilisé dans des arbres, dans de la biomasse, qu'on pourrait retrouver des périodes plus froides. Voilà. Certains prédisent même une glaciation. Voilà, donc là, on sent qu'il y a des respirations et que les arbres vont faire quelque chose d'important dans ce paysage. Mais quand on plante des arbres, on les plante pour qu'ils aient un impact, un effet dans 20 ans. Alors quelquefois, les premiers impacts peuvent se faire ressentir rapidement. Par exemple, quand il y a des arbres, une biodiversité supplémentaire. Si on reprend la narration, l'histoire de nos pucerons, il y aura des pucerons dans mes cultures, mais il y aura aussi des pucerons dans les arbres que j'aurai plantés, dans la diversité des arbres que j'aurai plantés. Les pucerons du hêtre ne sont pas ceux du sureau, ne sont pas ceux du blé ou ceux des petits pois. Et donc ça fera que des auxiliaires, des bestioles qui mangent des pucerons, auront à manger sur plein de plantes différemment, enfin à différents moments de l'année, et puis surtout aussi seront présentes dans mon lieu. Si j'ai des sureaux qui ont leurs pucerons avant mes légumes, ces sureaux vont attirer plein d'auxiliaires à ce moment-là. Si c'est les premiers à avoir des pucerons, ils vont même peut-être payer un assez lourd tribut aux pucerons, ils vont même être quelquefois un peu ralentis dans leur croissance. Mais les auxiliaires qui auront vu ça, les cirfes, les coccinelles, toutes ces petites bestioles qui se nourrissent de pucerons, seront présentes ici. Et quand elles auront fini de manger tous les pucerons du sureau, elles seront autour du sureau, et autour du sureau, il y aura mes cultures, et donc ils seront sur place. Ils ne seront pas obligés de parcourir quelquefois des centaines et des centaines de mètres pour venir jusqu'au foyer du puceron qui est au milieu de mes céréales, et que, comme aucun insecte ne vient les visiter, il n'y a aucune raison que les auxiliaires viennent. Et en ayant ces arbres, ces balises, ces repères fixes dans le paysage, qui font que les animaux, les insectes vont commencer à créer des espèces de parcours, de zones d'exploration, que ces arbres vont en même temps leur servir de gîte, de refuge donc, et de couvert. Mais ils seront présents autour de nos cultures et tu vois, au lieu de réautoriser des insecticides interdits qu'on a bannis de nos moyens d'action, comme les néonicotinoïdes en ce moment, si on avait autour de nous plein d'auxiliaires, la question ne se poserait même pas. Et on voit déjà beaucoup d'agriculteurs qui, en plantant des arbres, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, n'ont plus du tout de problème, de pathologie, d'insectes en fait, ravageurs dans leurs parcelles. Ah, ça c'est étonnant. Et c'est ce que permet la vie dans son fonctionnement, que le tout est plus grand que la somme des parties. Alors donc on va planter des arbres. Alors un des gros freins que les gens vont ressentir, c'est que ça ne fonctionne pas tout le temps. Parce qu'on a tellement sélectionné nos végétaux en absence d'arbres que souvent maintenant ils sont en concurrence les uns avec les autres. Ils ne sont plus capables de se relier. Donc on a aussi à mener toute une réflexion sur ce sujet-là. Et cette réflexion, en fait, elle ne peut pas être une recette toute faite pour apprendre à deux plantes à vivre ensemble. C'est chaque écosystème qui va faire émerger des solutions qui lui sont propres. Et donc les agriculteurs, c'est beau ce terme quand on comprend ceux qui font le culte qui réalisent le culte des champs, tu vois, des agriculteurs avec leurs champs, avec la nature, de voir les choses évoluer ensemble, chacun avec son regard, et qu'ils échangent entre eux sur les façons de voir différentes, et les façons dont les solutions vont émerger. Et d'accompagner finalement ces solutions, plus que de vouloir les susciter. Et il y a plein de gens qui les voient apparaître chez eux, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu et que je souhaite en fait, dans mon cœur, que ça se réalise, parce que
Au début, les gens n'ont pas confiance en la nature. C'est ces mauvaises herbes, ces ronces, hein, tout ce qui va pousser spontanément et qu'on ne veut pas, qui va concurrencer, qui va venir abîmer les champs. Et puis, au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça pousse presque pareil dans la bordure que dans le champ. Puis un beau jour, quand la qualité, la diversité des plantes, des êtres va être telle que ça va mieux fonctionner à côté des arbres que loin des arbres. Et là, quand les gens vivent ça, eh ben, c'est gagné. Parce qu'ils le voient, ils le vivent, ce principe de réalité qui l'emporte sur les idées. Et ça ne coûte pas grand-chose aux agriculteurs de le faire, puisque finalement, c'est juste de travailler sur les bordures. Une toute petite bordure, cet endroit qu'on peut délaisser parce qu'elle ne produit pas beaucoup. Et de laisser à cet endroit la capacité de devenir autre chose, et donc de devenir un endroit où il y a plus de vie. Donc cette confiance en capacité de la nature, c'est quelque chose que j'ai acquis parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Et j'aimerais en fait que plein de gens le vivent également. Et ça aura une conséquence étonnante. Enfin, plusieurs conséquences étonnantes. La première, c'est que au fur et à mesure que les arbres vont revenir, qu'ils vont s'implanter, que les plantes vont arriver à reformer des sociétés, à vivre ensemble avec nous, ben, on va voir ça apparaître. Cette terre, cet humus, cette empreinte forestière sur toutes les terres, dans lesquelles c'est beaucoup plus facile de faire l'agriculture. Quand les moines et sarteurs sont venus au Moyen-Âge pour cultiver la Gaule, ils l'ont fait en défrichant et en ayant des terrains comme ça, des terrains dans lesquels toute forme d'agriculture devient facile parce qu'il y a une énorme fertilité là-dedans. Et donc on laissera à nos enfants, dans 40 ans, quand les arbres commenceront à devenir un peu grands, on laissera à nos enfants une terre dans un bien meilleur état que celui dont nous avons hérité. Et ça, de se rendre compte que on va inscrire notre action dans un temps beaucoup plus long, qui est celui de notre propre descendance, ça va faire évoluer fondamentalement le regard qu'on a sur ce métier d'agriculteur, surtout quand on est agriculteur. Toi, toute ma vie, j'ai appris à lutter contre, à faire contre la vie. Et là, j'apprends à faire avec la vie. Et à mes enfants, je leur laisse un truc où, tu vois, petit ou petite, là, tu vas faire un métier où tu feras avec la vie. Pour mettre plus de vie autour de toi et plus de vie dans ta vie. Quel enfant ne rêverait pas de faire ce métier-là? Je pense que ça résoudrait largement le problème du manque de vocation aujourd'hui dans ce noble art qu'est l'agriculture. Juste oublier que c'était un art et que c'était quelque chose qui pouvait élever l'être humain à quelque chose de plus grand, de plus beau. Que ça, de le vivre, de le voir et de le transmettre aux générations futures, eh ben c'est ce qui va faire vraiment le changement, le point clé de tout ce dispositif. Qu'on a 40 ans devant nous pour planter des milliards d'arbres, 40 arbres par hectare. Et qu'en 40 ans, c'est juste un arbre par hectare à faire. En fait, c'est que dalle. C'est tout petit. Certains voudront les mettre sur les bordures, d'autres au milieu pour faire de l'ombre à leurs animaux. C'est vraiment pas grand-chose à faire. Et il y a déjà des milliers et des millions de personnes qui le font et qui quelquefois plantent des milliers d'arbres chacun. Voilà. Donc en fait, j'ai un grand espoir là-dedans. Parce que c'est des toutes petites choses. Puis ça, on va les planter avec des enfants, on va les planter justement pour les transmettre en même temps à d'autres. On va les planter avec des amis, c'est quelque chose qu'on veut laisser en héritage pour les
pour les générations futures. Donc on va y mettre beaucoup de soin pour essayer de bien le faire, bien comme on pense que c'est bien, hein, et avec toutes les limites qu'on a dans ce que l'on pense être bien. Mais voilà, on l'aura fait pour d'autres, et donc ça aura fait émerger un petit peu d'amour dans ce monde. Et là, pour moi, c'est une espèce d'indicateur qu'on est sur une bonne voie. Quand ce que l'on fait émerger plus d'amour. Finalement, cette agriculture, qui va aborder les choses de façon plus technique, va se soumettre à de l'imprévu, à quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Et de cette rencontre peut naître l'amour, plus d'amour sur Terre. Ce sera une agriculture de l'amour. Et ça va nous amener à 40 ans. À 40 ans, donc, comme il y aura beaucoup d'arbres, le climat va changer. Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce sont les arbres qui font tomber la pluie. Plus il y aura d'arbres, plus il y aura de pluie, plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau, plus il peut pleuvoir. Et finalement, nos écosystèmes qui ont tendance à devenir de plus en plus arides vont devenir de plus en plus humides. Grâce au réchauffement climatique. Aucun des modèles aujourd'hui n'est capable de prévoir les évolutions du rythme hydrique et des pluies, de la pluviométrie sur Terre. Parce que c'est trop lié au vivant. Les arbres font tomber la pluie. Et donc c'est le deuxième point du programme. Apprendre à cultiver la pluie. Aujourd'hui, dans ces romans, ces contes, Giono, l'homme qui plantait des arbres, ça touche tout le monde. On plante des arbres et les sources reviennent. Le truc, c'est que personne n'y croit. Sinon, ça fait belle lurette qu'on aurait planté beaucoup d'arbres. Hein, dans tous ces secteurs qui sont de plus en plus arides, qu'on est obligé d'irriguer, alors qu'autrefois, il n'y avait pas besoin de les irriguer. Que les arbres sont capables de refaire couler des sources, de refaire couler des petits cours d'eau dans lesquels l'eau ne coule que lorsqu'il y a des gros orages aujourd'hui. Que ça, c'est le miracle de la vie, mais que c'est comme ça que la vie fonctionne. Et aujourd'hui, on a plein d'expériences dans plein de climats différents de la planète, dans toutes sortes d'aridités différentes, où on a vu des gens planter des arbres et on a vu l'eau revenir. On voit des températures énormes et on voit la climatisation qu'apportent les arbres. On voit des mousses en plein cœur de la canicule, comme ici, qui sont encore toutes douces et toutes moelleuses, alors que ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas plu et qu'il y a encore de la fraîcheur et de l'humidité dans ces mousses. Parce que la condensation, voilà, donc c'est vraiment des domaines qu'il nous faut explorer, qu'on peut essayer de comprendre par notre science, mais dont on voit le résultat, ce principe de réalité. Un monde dans lequel il y aura beaucoup plus d'eau, finalement. Apprendre à cultiver la pluie. Et ça va nous demander 40 ans, 80 ans, 100 ans, à peu près. Sur une des caractéristiques qu'on a pu observer dans la capacité qu'a la pluie à tomber à partir des arbres, c'est qu'il faut que la forêt soit hétérogène, qu'il y ait à la fois des grands arbres, des petits arbres, que la canopée, que la cime des arbres crée des tas d'hétérogénéité dans l'espace, des zones à l'ombre, des zones au soleil, où dans ce dipôle ombre-soleil, chaud-froid, se favorisent les condensations et donc permettent à la rosée de s'accumuler dans certains endroits. Et donc là, un champ énorme va s'ouvrir à nous et va faire de nous des cultivateurs de pluie.
Et là va arriver une nouvelle limite. Quand on aura de nouveau de l'eau, quand on aura de nouveau plein de végétation, quand on aura de nouveau des sols vivants, c'est que notre façon d'explorer le monde par nos transports internationaux fait que un certain nombre de problèmes se régissent sous le registre de la pandémie. On l'a vécu avec un virus, mais on le vit en permanence au niveau des maladies des plantes. La drosophile Suzuki, qui en quelques années a envahi la planète entière et détruit tous nos vergers, tous nos fruits. Les mouches du brou sur la noix, le cynips du châtaignier, la mouche de l'olivier, tous ces insectes qui viennent de contrées lointaines et qui ne trouvent pas de régulation chez nous et vont exploser sous un registre complètement invasif. Alors que tout ce qui pourrait permettre de réguler ces petites bestioles existe, mais dans des écosystèmes qui sont éloignés des nôtres. Et si aujourd'hui les choses fonctionnent moins bien, c'est parce que les corridors, les trames dans lesquelles cette vie normalement circule sur Terre, que ces trames n'existent plus. Et donc c'est le troisième point du programme, les trames. La décision a été prise au niveau planétaire de redéployer ces trames. C'est le protocole de Kyoto en 2010-2011 qui s'est traduit en France par les trames vertes et les trames bleues. D'avoir des corridors dans lesquels la vie sauvage circule librement. Sauf que notre agriculture n'a pas encore compris en quoi ces trames étaient importantes. Parce qu'en fait, ce sont elles qui vont faire venir jusqu'à nous toute la diversité des organismes et toute les résiliences, toute la diversité qui va nous permettre de réguler correctement ces nouvelles maladies qui arrivent. Et donc ces corridors, en fait, ont besoin d'être replantés au niveau international. Et certains pays le font abondamment et connectent entre eux, du moins ces pays, les hotspots de biodiversité, les lieux dans lesquels il y a beaucoup de vie. Et chez nous, on a des lieux où il y a beaucoup de vie. Et donc, la réflexion est de prendre conscience de ces lieux-là, ces lieux où il y a beaucoup de vie, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes, beaucoup de champignons, beaucoup de bactéries, beaucoup de tout, finalement, et d'essayer d'imaginer des chemins qui réunissent ces lieux jusqu'au plus près des lieux dans lesquels je vis. Que cette nature puisse venir nous rejoindre. Voilà. Et donc, près de chez moi, j'habite là-haut, l'endroit où il y a le plus de vie, c'est ici. C'est dans l'endroit dans lequel on est, où il y a cette fraîcheur, où il y a ce vieil arbre, où il y a plein de champignons différents, où il y a tout le temps de l'humidité, tout le temps de la fraîcheur, alors qu'on est en plein cœur d'une canicule et que je suis sur une commune sur laquelle il n'y a aucune source et aucun cours d'eau. Et cette vie, donc, qu'est-ce que je fais pour la faire venir jusque chez moi ? Ces arbres vont permettre aux insectes de se déplacer. Et la trame des haies, de ces endroits dans lesquels il va y avoir de la vie en permanence, une vie pérenne, vont permettre à tous les micro-organismes aussi de se répartir. Et quelquefois, ces micro-organismes, ces insectes auront besoin de faire des sauts pour franchir des rivières, pour franchir des autoroutes, pour franchir des zones infranchissables pour eux. Et donc j'aurais besoin d'avoir une attention particulière. Mais on n'a pas conscience qu'en fait c'est toute la vie qui est en mouvement, toute la vie qui doit circuler là-dedans. Et là-dedans, on a des alliés, de très précieux alliés, que sont les oiseaux. Prenez un exemple. Vous savez, il y a des petits oiseaux, les merles par exemple, qui font de toutes petites migrations, juste de quelques centaines de kilomètres. Et ici, il y a des merles qui, en hiver, ont été passer leur hiver au Portugal, ou en Espagne du moins, et qui vont revenir jusqu'ici au printemps. Et quand ils viennent du sud, ils ont mangé là-bas
des petits vers de terre, ils ont mangé donc de la terre qu'ils transportent dans leur appareil digestif, et cette terre, ils l'amènent jusque dans mon jardin, jusque dans ma terre, jusque dans l'endroit où je vis. Et là-dedans, il y a plein de micro-organismes, plein de champignons, plein de bactéries, plein de choses qui ont l'habitude de vivre plus au sec, qui arrivent ici, et donc qui vont se retrouver dans un milieu un peu moins sec. Et si mon lieu ici est en train d'évoluer vers quelque chose de plus en plus sec, et bien les oiseaux vont amener tout le microbiote, tous les micro-organismes qui vont lui permettre de mieux vivre avec cette canicule, avec cette sécheresse. Voilà, et l'adaptation des choses se fait par ces petits sauts que font les animaux en transportant des graines dans leur plumage, dans leur appareil digestif, et puis tous les microbiotes, tous les micro-organismes qui permettent à la vie d'émerger et de s'adapter en permanence. Ah, donc beaucoup d'oiseaux. Et dans ce passage, dans ces corridors, donc on a besoin de les imaginer pour qu'ils soient accueillants pour tous les oiseaux. Qu'il y ait des fruits, qu'il y ait des trous, qu'il y ait des cavités. Et pour qu'il y ait de nouveau des cavités, pour que plein de mésanges, pour que plein d'oiseaux puissent s'y installer, il va falloir que des arbres commencent à mourir. Et qu'on les laisse mourir. Et qu'ils puissent servir de gîte pour d'abord des petits pivers qui vont être piqués dedans, ensuite des petites mésanges qui vont y vivre, et ensuite des choses de plus en plus grandes pour qu'un jour ce soit les chauves-souris, et puis peut-être au bout d'un moment la chouette, la sagesse qui viendra enfin revivre tout près de chez moi, dans cette cavité, dans cet arbre à moitié mort. Et donc on aura besoin d'une centaine d'années pour qu'on arrive à ce paysage-là, dans lequel on est de nouveau des arbres morts. La mort comme un cadeau que la vie offre à la vie. Mais cette relation à la fragilité, à la mort, est vraiment quelque chose qu'il va nous falloir revoir, pas en profondeur, mais en réalité. Et les plantes nous y aideront, et il nous faudra peut-être un bon siècle pour y arriver. Un bon siècle, mais ça ne fera pas tout. Parce que d'ici ce siècle, va commencer à apparaître des principales limites de notre système extractiviste qui va chercher ses engrais dans des gisements et qui vient les épandre sur ces terres. Dans un siècle, on n'aura plus de phosphore. Dans 40 ans, on aura passé largement le pic du phosphore. Ça deviendra une ressource très très précieuse qui sera réservée aux gens riches. Mais dans un siècle, il n'y en aura plus du tout. Pourtant, il y en aura plein dans la mer, dans les océans, parce que tout est lessivé. Il se trouve que dans la nature, il y a un mécanisme qui permet de faire revenir le phosphore des océans vers l'amont des bassins versants. Ce sont les poissons migrateurs. Des études passionnantes ont été faites sur ce sujet qui montrent qu'à peu près 95% du phosphore qui est lessivé dans des rivières sauvages remonte avec les poissons migrateurs en amont des bassins versants, où les poissons ont la bonne idée de mourir, et donc soit de s'y décomposer par des mouches, soit de s'y faire manger par des ours ou des hommes, des femmes qui vivent dans ces lieux-là. Et dans 40 ans, dans 100 ans, quand on n'aura plus de phosphore, eh bien là, on aura besoin de le faire revenir des océans. Et donc, on a un petit peu de temps devant nous, parce que un siècle et demi, pour que les poissons remontent nos rivières. Et que ça, c'est indispensable au fonctionnement de la planète. On va commencer par l'économiser en réutilisant tous nos déchets, nos excréments, notre urine, toute la matière organique que nous gâchons aujourd'hui et qui pourrait revenir aussi dans nos champs, mais tout ce qui va quand même être lessivé dans les océans, dans la mer, il va falloir que ça revienne.
Et donc on a à réfléchir à ça, aux façons dont les saumons, les anguilles, les lamproies, les aloses puissent revenir dans nos rivières et faire remonter le phosphore jusque chez nous. Voilà, donc ça c'est un gros projet, mais qui ne pourra, lui, se gérer que de façon très collective, ensemble. Donc ça doit être un vrai programme politique de réensauvager nos rivières pour que les saumons puissent revenir et que nos écosystèmes puissent fonctionner. Donc récolter le soleil, couvrir le sol, planter des arbres, cultiver la pluie, avoir de l'hétérogénéité, de la diversité, faire revenir les saumons. Et puis donc maintenant, le système va quand même se bloquer parce qu'il va falloir que, à partir de quand les écosystèmes auront suffisamment de richesse pour que le système devienne vraiment résilient. Et là, on a un indicateur, ce sont les vieux arbres. Un arbre est potentiellement immortel. Qu'est-ce qui fait que, à part quelques rares exceptions, mais la plupart ne dépassent pas tellement l'âge de 500, 600, 700 ans. Que dans certaines forêts, dans ces forêts primaires, comme on les appelle, on arrive à avoir un très vieil arbre par kilomètre carré pour 100 hectares. Et qu'ensuite cet arbre finalement finit par presque s'épuiser et à se redissoudre dans la nature et à laisser la place à un nouvel arbre. Si un arbre est potentiellement immortel, je crois que s'il laisse la place à d'autres, c'est pour que d'autres êtres puissent faire cette expérience de la vie. La vie se partage. Mais ce qui est étonnant, c'est que chaque siècle, alors on a toute une série d'études qui nous montrent que plus l'arbre vieillit, plus il va augmenter en biodiversité. En insectes, tous ces ravageurs, mais s'il vit toujours au bout de 500, 600, 700 ans, c'est qu'il y a aussi tous les auxiliaires qui lui permettent de vivre. Il va avoir des champignons du sol qui vont lui permettre de vivre quand il est jeune, qui vont évoluer pour être des champignons de la maturité. Et donc le nombre de champignons du sol va aussi évoluer. Le nombre de bactéries, d'espèces de bactéries différentes va aussi augmenter au fur et à mesure que l'arbre vieillit. Et donc les vieux arbres sont une espèce de collection de diversité, de micro-organismes, d'insectes, d'oiseaux. Et qu'au bout de 500 ans, il atteint à peu près le summum de son existence en termes de biodiversité, donc en termes de liens. Et si dans les vieilles forêts, il y a un arbre tous les 100 hectares, c'est peut-être qu'on a besoin d'avoir un vieil arbre avec toute cette expérience, toute cette relation, tout ce relationnel-là, pour arriver à fonder nos écosystèmes. Et on voit que dans les cultures, les agricultures du monde, elles se construisent souvent autour de vieux arbres qui sont tabous, qui sont sacrés, qu'on ne touche pas, qu'on laisse. Il y a plein de contes, plein de légendes autour d'eux, mais ils restent présents. Et qu'en fait, il est plus facile de cultiver la terre à côté d'un vieil arbre qu'à côté d'un jeune gland. Et pour avoir des vieux arbres, il va nous falloir 500 ans, 600 ans, 700 ans peut-être. Un par kilomètre carré. Alors déjà peut-être à partir des plus vieux qu'on a aujourd'hui, de ceux qui ont 100, 150 ans, 200 ans. Nos arbres remarquables sont devenus tellement rares qu'on les a maintenant mis on les a muséographiés. On fait des inventaires, on fait de très beaux livres dans lesquels ils sont présentés au public. Mais il va falloir revivre avec eux.
Et ça va prendre du temps. 500 ans. Mais si on ne prend pas conscience aujourd'hui de la nécessité d'avoir de vieux arbres autour de nous, ben jamais on les laissera vieillir. Un arbre par kilomètre carré. C'est si peu. Un arbre, ça va occuper quelques arts, quelques centaines, peut-être 100 mètres carrés, 200 mètres carrés maximum, par kilomètre carré. Juste des lieux où on les laisse vivre. Des lieux qu'on pourrait sanctuariser. Mais sanctuariser pour qu'ils mettent en place, qu'ils nous aident à mettre en place des écosystèmes humains dans lesquels nous vivons. Dans lesquels les relations que cet arbre aura seront des relations qu'il aura tissées avec toute la vie non humaine, toute la vie sauvage, mais également avec la vie humaine. Tous ces arbres qui, pour être notre cœur vivant de vie, de biodiversité, et qu'ils soient honorés aussi pour ça. 1 par kilomètre carré, c'est peu et c'est énorme à la fois. Et dans ce programme politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les kilomètres carrés, il serait judicieux de sanctuariser quelques arbres, quelques vieux arbres, et de les laisser évoluer et interagir avec nous à leur côté. En dehors des religions, en dehors de la spiritualité, il y a peu de lieux qui ont franchi les siècles, de ces lieux consacrés justement à la transcendance, à la religion et à la spiritualité. Et donc aujourd'hui, j'aurais tendance à faire plus confiance à ces irrationnels que sont les gens perchés qu'aux gens cartésiens, qu'aux gens raisonnables, et de leur confier en fait ces lieux. De tous ces gens qui souhaitent devenir des gardiens de la vie sur Terre. Sanctuariser ces vieux arbres, les lieux dans lesquels ils vivent. C'est s'inscrire en même temps dans ce temps long qui fait que la vie est belle. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'estime finalement pour toutes les personnes qui essaient de vivre dans les bois, dans des cabanes, dans des lieux un peu sauvages. Car en fait, leur mode d'existence s'inscrit réellement dans ce temps long. Ils vivent au contact des arbres, créent un écosystème humain autour d'eux, apprennent aux arbres qui on est, et ceci rejaillira d'une façon ou d'une autre sur les écosystèmes qui sont autour. Et aujourd'hui, on voit toutes ces personnes qui ont des cabanes dans les bois comme des hors-la-loi, alors qu'en fait, ils s'inscrivent dans la règle de fonctionnement du vivant. D'où mon estime et que dans mon programme, non seulement ils seront aidés pour faire ça, favorisés pour occuper ces lieux, et que dans les terrains gérés par les pouvoirs publics, une grande partie de ces terrains sera consacrée justement à consacrée, c'est un beau terme aussi, sera consacrée à cette expérience de vie, de vivre ensemble, l'homme et la nature, l'homme, l'humanité et les vieux arbres.
Et le système arrivera à un point de blocage une fois de plus. On aura des vieux arbres, on aura des corridors, on aura des rivières pleines de saumon, on aura planté des arbres partout, tous les sols seront couverts. Il y aura des milliards d'arbres. Mais le souci, c'est que le mécanisme qui permet de réactualiser les écosystèmes n'est pas encore en place. On a réfléchi à un mécanisme humain, avec des plantes humaines, des écosystèmes humains. On n'est pas tout seul à vivre dans cet écosystème. Et donc toute la faune sauvage va aussi devoir trouver sa place dans cet écosystème-là. Et comme nous sommes un, que tout est lié, que finalement, si le sanglier, le loup ou la limace vivent bien dans mon environnement, ben quelque part, c'est aussi le gage que moi aussi, je puisse bien vivre dans cet environnement. Aimer le loup, aimer l'agneau, ça va être un petit peu compliqué. Mais avant de passer par le loup, on va passer par l'oiseau. Les oiseaux sont nos précieux alliés. Et depuis la fin de la dernière glaciation, des oiseaux n'arrêtent pas de faire leur grande migration entre les zones tropicales et les zones boréales. Et au fur et à mesure que la glace repart vers le nord, des oiseaux vont de plus en plus vers le nord et vont y apporter quoi? Des graines, des micro-organismes, vont y permettre d'enrichir ces écosystèmes et vont permettre de créer de plus en plus de liens. Ces liens garants de la résilience et du fait que la vie devienne facile. Et donc il faut qu'on ait beaucoup d'oiseaux. Donc les arbres qu'on a plantés, ces grands corridors qu'on aura commencé à construire, à reconstruire avec la nature. Tout ça, ça va nous y aider, mais il va manquer quelque chose d'important. C'est des lieux dans lesquels ces oiseaux puissent faire leurs escales avant de remonter vers le nord ou de redescendre vers le sud. Et ça, en fait, ça existait abondamment sur Terre. Ça s'appelait des zones humides, des marécages, des marais. Marais qui a donné maraîchage aussi. Tout un pan de notre agriculture est né dans ces zones humides. Marais, maraîchage, marais, zones humides. Et donc tous ces oiseaux qui circulent là-dedans. Finalement, le média de la vie, l'oiseau, qui va transporter des éléments de vie d'un lieu à l'autre, et lui-même le médium, et lui-même la vie. Et ces oiseaux, aujourd'hui on sait qu'il y en a 10 fois moins qu'il y a un siècle, ces oiseaux migrateurs. Et c'est peut-être pas tellement parce qu'on les chasse ou des choses comme ça qu'il y en a moins. C'est parce qu'il n'y a plus de zones humides, plus beaucoup de zones humides. Et que des oiseaux qui, aujourd'hui, sont capables de faire 500, 600, 1000 kilomètres, s'ils ne rencontrent pas une zone humide tous les 500 km, tous les 1000 km, ils ne vont pas pouvoir parcourir leur migration. Certains oiseaux sont capables de faire des milliers de kilomètres d'une seule traite. Les grues, par exemple, que l'on voit passer dans le ciel 2 fois par an. Mais la plupart des oiseaux ont besoin de faire des petites escales. Et donc on va devoir repartager toute une partie de notre espace avec ces animaux et refaire des zones humides pour que la vie puisse circuler et que les écosystèmes puissent s'adapter. Ces zones sont garants
de l'évolution de la vie. L'eau, c'est la vie, et donc Homo sapiens va devoir peut-être abandonner certains lieux. Pas réellement pour les sanctuariser, mais peut-être simplement que dans ces zones de marécage, c'est pas pleines de moustiques, pleines de maladies, pleines de fièvre. C'est pas des lieux pour les humains. Et une partie de la planète devra être laissée à cette vie sauvage. Bien sûr, on pourra toujours y aller pour contempler les oiseaux, pour les observer, mais peut-être plus pour y vivre. Des zones humides. Et le dernier point, des forêts primaires. « 500 ans, 1000 ans pour qu'on ait de nouveau des forêts primaires chez nous. » Une forêt primaire, c'est certes une forêt où Homo sapiens a toujours de la place, mais dans lesquelles il n'est pas tout seul à y imprimer son existence, et dans lesquelles des animaux avec des besoins très différents de nous, une horde de chevaux sauvages, de bisons, quelques loups, quelques lynx. Ces forêts primaires, ça ne peut pas être des lambeaux de forêt. 30 000, 40, 50, 60 000 hectares d'un seul tenant. Donc en fait, ça va être assez compliqué de les mettre en place parce que on aura besoin d'avoir de grandes zones, jusqu'à 60 000 hectares, peut-être dans plusieurs lieux très stratégiques, les lieux où la faune va venir se replier, parce qu'il fait de plus en plus chaud, donc les animaux, les plantes ont deux possibilités, soit d'aller plus vers le nord, soit de monter plus en altitude. Et plus en altitude, c'est un chemin beaucoup plus facile à faire pour des plantes que d'aller plus vers le nord. Donc que ces forêts primaires deviennent également des lieux où viennent se concentrer la vie, la biodiversité, des lieux qui soient ouverts pour accueillir de plus en plus de monde. Et c'est en ça que les êtres humains qui vivent dans ces zones-là doivent prendre conscience de ce rôle qu'ils ont dans l'accueil de toutes ces nouvelles migrations. Des zones de refuge, voire peut-être de résistance quelque part. En tout cas de résilience. Et aujourd'hui, on a vraiment à réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour que ces zones deviennent des havres d'accueil pour une grande biodiversité. En France, ça pourrait concerner plusieurs points très stratégiques. Dans les Pyrénées, à la frontière entre l'Espagne et la France, on voit donc dans écotones des zones très arides d'un côté, très vertes de l'autre, où se lient des interactions et des liens tout à fait extraordinaires. On a commencé à y réintroduire l'ours, donc un grand prédateur qui commence à faire évoluer le système vers quelque chose où les grands prédateurs peuvent de nouveau avoir un peu de place. Il pourrait y avoir le Massif central, toute la zone d'altitude du Massif central, et finalement une grande ligne qui partirait presque du mont Lozère par la ligne de crête entre le bassin d'Ourgaronne et le bassin méditerranéen et la vallée du Rhône, et après de remonter entre le bassin de la Loire et celui de la Garonne et de la Dordogne ici, en altitude, et dans lesquels finalement tous les petits êtres vivants, marchant, rampant, nageant, toutes les petites graines vont venir se réfugier. Ce qui est aussi étonnant, c'est que dans des tourbières qui ont été étudiées dans ces zones-là, des tourbières qui existaient avant la dernière glaciation, on y voit une biodiversité tout à fait exceptionnelle. Une richesse d'arbres, de plantes. Ils ont même trouvé des pollens de citrons sur le plateau de Millevaches, à 1000 mètres d'altitude.
pollen de citron, c'est pas transporté par le vent. Hein. Eh bien qu'il y avait des agrumes pas loin. Voilà, et donc, ces lieux sont appelés à accueillir de plus en plus de vie. Et à nous de réfléchir à ce qu'il faudrait tant institutionnellement. Aujourd'hui, si on dispose d'une forêt, on est obligé de la mettre dans un plan de gestion et de la gérer. Et si j'ai envie de laisser cette forêt pour justement constituer une forêt primaire, il faudrait que je puisse la léguer à la vie, je vais dire à l'humanité, mais c'est un legs au vivant. Et que, étant propriétaire du lieu, que je sois exonéré de toutes ces taxes qui fait qu'aujourd'hui des gens disent qu'il faut qu'ils coupent des arbres pour payer leurs taxes. Hein. Donc il faudrait sortir de ce schéma-là et que sur finalement le volontariat, l'explication, que les gens puissent mettre volontairement dans certains secteurs leur terrain pour que ça devienne des forêts primaires. On rassemblera quelques hectares dans une génération, quelques centaines d'hectares dans une deuxième génération, quelques milliers d'hectares dans une troisième génération. Le temps l'emporte sur l'espace. Et s'il y a des personnes pour témoigner en permanence de cette évolution et de la justesse qu'il y a à vivre à côté de zones primaires, de zones sauvages, et ben voilà, on aura un monde dans lequel la vie sera présente en abondance. Ce don de la vie en abondance, offert en abondance, est présent sur la totalité de la planète. Rien n'empêche à ce que la vie chez nous soit aussi riche que dans les forêts tropicales. Et aujourd'hui, certes, on aura besoin de réformer nos institutions. Certes, on aura besoin de nous repositionner en tant qu'être vivant, que terrien, habitant de la terre. Certes, on aura à mettre en œuvre des tas de choses pour couvrir le sol, planter des arbres, laisser vieillir des vieux arbres, mettre en place tous ces corridors de vie, des haies, des cours d'eau. Certes, on va le faire, tout ça. Mais la vie a des règles qui aujourd'hui sont mal incarnées sur Terre. L'homme édicte des lois, des règles. Les règles, ce n'est pas des lois. Des règles, ce sont des choses qui ne disent pas où est le bien, où est le mal. Des règles, ce sont des éléments de vie qui fixent des intentions. D'où on dit qu'une règle est faite pour être contournée, détournée et traversée, franchie. Quelque chose qui fonde une culture commune autour du vivant et qui nous permettent de, tout en explorant cette vie terrestre, qui nous permettent de mieux vivre avec la vie. Et ces règles, en fait, il nous faut les retrouver. Les anciens, les peuples premiers, étaient très sensibles à ça, avaient toutes sortes de contes, de chants, de légendes, qui permettaient de fixer ces imaginaires, et donc ces règles, ces situations auxquelles des héros se trouvaient confrontés et trouvaient des solutions pour vivre avec la nature. Et dans notre narration du monde,
On a peut-être oublié comme quand ces mythes, ces légendes, ces contes étaient vraiment importants. Et aujourd'hui, on a à les réinventer. Mais les réinventer à partir de quoi? Pour moi, chaque être humain devrait à un moment de sa vie devenir pèlerin. Marcher sur Terre, faire 500, 1000 kilomètres peut-être, et aller rencontrer un autre lieu, d'autres gens, d'autres animaux, d'autres écosystèmes. Il devrait voyager sur Terre et apprendre. Et un beau jour, il devrait rentrer à la maison et partager ce qu'il a appris. Et dans cette façon d'investir le monde où on apprend en marchant, en faisant, en réalisant, en pèlerinant sur Terre, je pense que ça nous ouvrirait à cette façon de vivre ensemble, de se rendre compte que dans cette altérité, dans toutes nos différences, se trouve peut-être le plus grand joyau de l'existence, de ce qu'on appelle la vie, que chacun à notre niveau, on a un petit regard, tout petit. On regarde dans ce diamant, dans une petite facette de ce diamant extraordinaire. Et qu'en laissant les autres personnes nous raconter ce que eux voient, observent, vivent, ressentent de ce merveilleux diamant, de ce merveilleux joyau, que ça peut nous apprendre à changer de regard, peut-être pas pour tout comprendre, c'est pas là l'enjeu. Mais pour mieux vivre, bien vivre. Un monde vierge, comme les forêts vierges. Bien sûr, pas vierge d'humanité, mais dans cette capacité qu'a la virginité, la forme pure, simple, humble, dans laquelle se présentent tous les êtres vivants face à la vie. Que cette petitesse, cette faiblesse, cette fragilité-là, qui est la virginité, elle vient nous apprendre à devenir terriens. Et peut-être qu'un jour, on pourra enfin devenir humain. Devenir humain, ce n'est pas un programme d'humanité. C'est une question que chacun doit se poser de façon très individuelle. Quelle est ma mission sur Terre? Comment je vais me réaliser? Je suis là pourquoi? Quel sens je donne à ma vie? Quel sens, quelle vie j'offre à la vie? Devenir humain en habitant la Terre.